on avance. Je vous remercie pour l'occasion de présenter cette Ultimate Session. Merci d'abord la Fondation François Sommer pour cette très intéressant événement. Comme vous voulez, il y a beaucoup de temps que j'ai parlé français. Je l'ai appris à l'école, mais il y a 30 ans. On m'a dit qu'il faut accélérer un peu. Alors, I will speak English from now on, otherwise we'll... Donc je vais passer en français, en anglais, parce que sinon je vais rester ici pendant très longtemps. On m'a dit qu'il fallait aller plus vite et il faut que je reprenne mon vol. Et puis Jorgen aussi, il doit partir, il me l'a déjà dit 2 fois. Il a son train, il ne faut pas qu'il le loupe. Hein. Parce qu'il y a un mariage dans la famille, il ne faut pas qu'il loupe le mariage de sa fille. Ce sera une crise entre nos organisations. Et nous avons déjà passé tellement de temps à établir nos relations, donc je ne veux pas les mettre à risque. Hein. Donc il faut absolument qu'ils partent à l'heure. On va raccourcir cette dernière session. Alors, comment faire? Je vais vous faire quelques commentaires de présentation. Par la suite, il y aura 4 présentations ou 4 déclarations. Et on va commencer par Diarmaid O'Connor. C'est irlandais, c'est très difficile pour moi de le prononcer. Il est en ligne, je ne sais pas s'il est là. Je crois qu'il est en ligne. Diarmaid va démarrer. Par la suite, il y aura Guillaume Santeny. Non, pardon. Ensuite, ce sera Gilles Martin, qui est notre père spirituel, si vous voulez, sur tout ce qui est la servitude de compensation, de conservation. Il va nous parler de ce qu'il a fait et tout ce qu'il a fait pour développer ce succès que vous voyez. Oui, ensuite, il y aura Guillaume Santeny qui va présenter son travail sur les incentives, etc., les incitations pour la conservation et également sur la question de comment on est arrivé à ces servitudes. Ensuite, il y a la dernière personne, Guillaume, qui va nous faire la conclusion. Il est secrétaire général de cette organisation. Eh bien, il va partager son point de vue sur les propriétaires fonciers à travers l'Europe. On va commencer alors. J'aimerais prendre du recul. Il y a une journée technique. Je n'ai jamais assisté à des discussions tellement passionnées des détails pratiques de la conservation et des instruments y afférents. Je dois dire, je suis très impressionné par cette énergie et je vous félicite pour votre dévouement. Et je pense que là, qu'on arrive plus près de la fin, peut-être on prend un peu de recul et on se demande pourquoi est-ce que c'est pertinent et pourquoi est-ce qu'on s'engage en ce moment sur ce sujet en particulier. D'après moi, en tant que président d'Eurosite, c'est une parapluie des organisations de conservation en Europe. On témoigne d'un moment de volatilité politique et sociale, une polarisation. J'ai regardé le discours de Macron cette semaine à la télé, partout, et où il disait que l'Europe n'est pas immortelle, il avait dit, ou quelque chose dans ce goût-là, ou pas invincible. Immortel. Et si j'ai bien compris, c'est l'idée de l'Europe. Et ce que j'associe à cela, c'est l'idée de dialogue civique dans tous les sens du terme. Il s'agit de liberté individuelle par rapport aux obligations sociales.
social. Tout est lié à la propriété privée, ces questions-là. Donc pour moi, toute la discussion autour de cela, c'est une cristallisation de ce dialogue. La tension entre des libertés individuelles liées à des propriétés privées et les obligations sociales qu'on attend aux propriétaires de respecter. Je ne sais pas qui l'a dit. Il n'aime pas le mot obligation dans ce qu'on a dit. Oui. Qui l'a dit? Je pense que c'était vous. Je partage ce sentiment. J'aime bien le mot easement en anglais parce qu'il y a le mot easy dedans, la facilité, doucement. On fait ça doucement plutôt que l'idée de l'obligation. Pour moi, encore une fois, voici un exemple parfait de ce dialogue et cette tension. Et pour que ce dialogue soit productif, je pense qu'on a besoin de 4 composants essentiels. Tout d'abord, le contexte politique qui nous donne une direction. Quel est notre objectif partagé par rapport au climat, la crise de biodiversité qu'on a en Europe, avec le Green Deal d'Europe et la stratégie de la biodiversité? On a aussi besoin d'un cadre juridique, évidemment. On en a parlé aujourd'hui à la longue. Et donc on sait quels sont les rôles, les responsabilités et quelles sont les sanctions pour ne pas se conformer aux termes de ces accords. Et il faut des incitatifs aussi. On en a parlé aussi. Et on a besoin de ces incitatifs de tous les côtés de cette conversation, des propriétaires, le public et ceux qui représentent le public, par les autorités publiques ou les ONG ou le gouvernement. Sinon, ils ne vont pas négocier. La négociation peut être difficile et ça prend du temps. Autrement, personne ne va s'engager. Et enfin, il y a la question de culture, de confiance et de coopération. Je pense que cet événement fait partie du bâtir de cette culture de coopération. C'est pour ça que je trouve que c'est important. REs est important et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et le rôle que peuvent jouer des réseaux dans cette dimension et dans les partenariats dont nos organisations réjouissent. Donc, de monter en puissance maintenant. Il ne suffit pas de remplir la base de données 30 par 30 et de remplir les dossiers avec des papiers. Non, il faut trouver cette concrète expression d'un concept fondamental de la manière à gérer nos relations entre nous dans la société, au sein de la société, pour atteindre ces objectifs partagés. Sur ce, on avance sans plus attendre. Je vais prendre des questions après les 4 présentations. Dans l'esprit de gagner un peu de temps, je passe la parole à Gilles Matin, qui va présenter en français. Et je vais passer les slides pour vous. C'est à vous. The first. Bien, je vais commencer pendant que la technique avance. Comme je suis souvent présenté comme le père de l'obligation réelle environnementale, c'est évidemment l'image de la naissance et de la paternité qui m'est venue pour illustrer mon propos. Alors avant que les premières images apparaissent, je voulais dire un petit mot sur le prénom qui a été choisi, obligation réelle environnementale, et m'adresser à notre ami belge qui est gêné par le terme obligation. N'ayez crainte, c'est un terme simplement juridique. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire obligatoire, puisqu'au contraire, c'est un outil purement volontaire dans lequel on n'entre que si on le veut bien. Ce que cela veut dire simplement, c'est qu'une fois qu'on y est entré, alors oui, les engagements que l'on a pris deviennent des obligations, mais c'est celles que l'on a acceptées
et non pas qui sont imposées de l'extérieur. Donc c'est important de faire le lien entre obligation et engagement, comme vous le soulignez tout à l'heure, et non pas entre obligation et réglementaire ou obligatoire et contrainte. C'est donc l'idée, oui, l'image de la naissance, et cette naissance a été difficile puisqu'il a fallu 20 ans de gestation, ce qui est beaucoup quand même pour une gestation. Voilà les étapes, et j'en ai oublié une. En réalité, c'est en 1994 que pour la première fois a été évoquée l'idée d'une servitude contractuelle environnementale au Congrès des notaires, qui portait sur le thème de la contrainte au contrat, et où on a évoqué pendant les débats cette question sans aller plus loin. En 1997, Madame Giraudel remet un rapport dont vous avez le titre ici, sur la protection conventionnelle des espaces naturels en droit français et comparé. J'ai mis comparé en italique parce que vous voyez déjà que c'est en ayant regardé à l'extérieur et à l'étranger que l'idée s'est développée. Mais Madame Giraudel n'est pas allée plus loin que dans l'évocation de cette possibilité. En 2004, la Société française pour le droit de l'environnement a reçu une commande d'un rapport sur ce thème, et comme j'étais membre de la Société française pour le droit de l'environnement, ce rapport m'a été confié. Donc j'ai déposé un rapport en 2004, et ce rapport a été déposé et a terminé dans le tiroir au rapport, d'où il ne ressorte jamais. Il est resté là, et il est mort de sa belle mort au fond de ce tiroir. En 2008, on est venu me trouver pour me demander un rapport sur la servitude contractuelle environnementale. J'ai rappelé que j'en avais fait un 4 ans auparavant. On m'a dit oui, mais d'abord on n'est pas les mêmes, et puis c'est pas le même pouvoir politique, et donc est-ce que vous pouvez recommencer? Donc j'ai refait un rapport en 2008 qui là est allé un tout petit peu plus loin. C'était dans la perspective des lois Grenelle de 2010. Cette fois-ci, il y a eu une présentation de ce rapport lors des comités opérationnels de la Trame verte et bleue. Il y a eu une prise en charge de ce rapport par un sénateur qui a estimé que c'était une très bonne idée et que ça devrait aller plus loin. Mais un syndicat agricole est monté au créneau jusqu'au cabinet du ministre et s'est opposé à ce que l'on discute plus longtemps de cette question. Donc exit l'ORE pour la deuxième fois. En 2013, on est venu me demander si je ne voulais pas faire un rapport. Et je trouvais que le comique de répétition a son charme, mais j'ai précisé que je ne ferai plus de rapport, mais qu'en revanche, je pouvais faire un projet de loi avec l'exposé des motifs. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce qui s'est retrouvé finalement dans la loi sur la biodiversité en 2016. Voilà, donc vous voyez qu'entre 1994, disons même 1997 et 2016, c'est presque 20 ans de gestation. L'inspiration, je l'ai dit, a été trouvée évidemment dans le droit comparé. Et c'est d'abord aux États-Unis, mais également dans l'expérience canadienne pour les 4 provinces où vous ne trouvez pas le Québec, pour les 4 provinces qui ont mis en place des conservation easements. Au Québec, on est resté sur le droit français, entre guillemets, le droit civil classique, mais évidemment l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Écosse et j'ai mis en rouge et en bleu pour les distinguer le Chili et la Suisse pour montrer que ce n'est pas un outil qui est réservé aux législations de common law. On trouve aussi cet outil dans des législations qui relèvent du droit civil, du droit romano-germanique pour aller vite, c'est à relever. Et évidemment, c'est l'exemple des USA qui est le plus parlant, 140 000 contrats couvrant 10 millions d'hectares, et ces chiffres datent un peu. Depuis, ça s'est encore développé. Next one. C'est un outil qui, lorsqu'il a été adopté, a rencontré des oppositions radicales, dont certaines ont évolué, d'autres non.
mais certaines ont évolué, et des hésitations et des soutiens timides. Les oppositions radicales, et il faut que je corrige, non, il faut plus que je corrige, je l'ai corrigé déjà par écrit, c'est l'opposition radicale de certaines organisations agricoles, dont l'organisation agricole majoritaire, qui s'est très radicalement opposée à cet outil à l'époque, et dont un des dirigeants m'a avoué il y a 2 ans qu'ils avaient décidé, ils avaient comme mot d'ordre de ne plus parler des ORE, même pour en dire du mal. Donc il ne faut pas en parler, il faut l'empêcher d'exister et donc ne plus en parler. Et puis il y avait également comme opposants les propriétaires forestiers et les chasseurs. Et ce sont ces 2 derniers groupes qui ont connu l'évolution la plus nette, à mon sens, telle que je le perçois, puisque petit à petit, ils en sont venus à mesurer les intérêts de ces ORE et ont beaucoup évolué. Et aujourd'hui, on trouve, y compris d'ailleurs aussi dans les milieux agricoles, on trouve des SAFER qui signent des ORE ou qui incitent à signer des ORE. On trouve aujourd'hui les fédérations de chasse, on en a parlé ce matin, et également les propriétaires forestiers. Et puis, j'ai voulu également évoquer les hésitations et les soutiens timides. Alors, en commençant par balayer devant ma porte et devant mes collègues, les juristes académiques, les professeurs de droit, comme moi, qui considéraient que cet outil, c'était quand même remettre en cause le droit des servitudes du Code Napoléon, et que quand même, il fallait réfléchir à 2 fois et y aller d'une main tremblante avant de toucher au Code Napoléon de 1804. Et puis ça risquait de remettre en cause le statut du fermage. Alors là, les organisations agricoles étaient bien d'accord pour avoir cette crainte aussi. Et là, c'était toucher le statut du fermage à un acquis de la libération. Donc la révolution, la libération. Mon principal argument était, peut-être on peut regarder un peu vers l'avenir, plutôt que de se tourner vers 1789 ou 1945 et commencer à avancer. Mais les juristes académiques étaient donc réservés. Les ONG, dont on aurait pu penser qu'elles auraient été enthousiastes, ne l'ont pas été au début. Elles étaient assez réservées en disant « mais est-ce que vraiment un propriétaire peut avoir d'autres intérêts que des intérêts égoïstes ?» Les porteurs de l'intérêt collectif, les porteurs de l'intérêt général, c'est l'État et nous, ONG. Et il a fallu se battre pour expliquer que non, il pouvait y avoir des propriétaires privés qui aient également des motifs altruistes. Et puis le personnel politique, au sens large, se disait mais est-ce que ça n'est pas un instrument qui va nous empêcher de prendre les décisions que nous voulons, par exemple lorsque nous instaurons un plan local d'urbanisme, lorsque nous voulons exproprier, lorsque nous voulons préempter, est-ce que cela ne va pas nous empêcher de... Alors là aussi je répondais que la réponse à cette crainte, c'est évidemment la nationalisation ou la municipalisation des sols. Ça a été essayé sous certaines latitudes avec des résultats moyens et que donc on pouvait essayer là aussi de progresser. Les traits distinctifs. Certain distinctive points. I'll do this very quickly, particularly concerning French law and what happened abroad. But next slide. Let me talk about the major plus points of this easement. Now we've been talking about it since this morning, and I won't go into all the technical aspects. They were discussed at length this morning, but it is really a sort of contractual freedom to define the scope, to define the length, the content of these obligations. So this... Pour que les partis puissent, pas les partis politiques, les partis au contrat, puissent définir leurs besoins, leurs souhaits et puissent les mettre en forme. Et puis le deuxième atout, mais qui est lié au premier, c'est évidemment la souplesse pour adapter chaque contrat à la situation du terrain, aux besoins de protection et à la volonté du propriétaire. Ça, c'est très très important parce que, comme on l'a dit, on trouve des ORE
sur des toutes petites surfaces, sur une cabane au fond du jardin qui abrite quelques chauves-souris, et puis des ORE sur des centaines d'hectares qui permettent de réaliser les beaux projets dont vous avez parlé ce matin. Alors, les traits distinctifs, par rapport au droit français d'abord, l'ORE bouscule le droit français traditionnel des servitudes, c'est vrai, et on a vu tout à l'heure, à travers l'exemple canadien, québécois plus exactement, que c'est important de bousculer le droit des servitudes, parce que l'ORE n'institue pas une relation entre des fonds, mais entre les propriétaires successifs d'un fonds et des partenaires publics ou privés porteurs d'un intérêt collectif. Ça, c'est essentiel. Il n'y a pas de fonds dominant, de fonds servant. Il n'y a que l'engagement d'un propriétaire qui donne un statut à sa terre, pour reprendre la belle expression que vous avez utilisée, Marie-Hélène Tanguy, ce matin, et qui va permettre à ce statut de se transmettre de propriétaire en propriétaire. Et cet engagement est pris à l'égard d'une collectivité publique, d'un établissement public ou d'une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement. C'est donc un droit qui écarte cette contrainte qu'a évoquée tout à l'heure Madame Rousseau, de fonds qui doivent être voisins, de fonds qui doivent être utiles l'un pour l'autre. C'est donc un élargissement considérable du droit des servitudes. Et puis c'est un élargissement aussi parce qu'elle autorise le propriétaire à mettre à sa charge des obligations actives, des obligations de faire, alors que la servitude traditionnelle n'autorise que des obligations de ne pas faire, des obligations passives. Et enfin, dernier... Next slide, yes. Par rapport aux expériences étrangères très distinctives de la servitude, c'est l'absence d'implication et de support de l'État, notamment en termes d'incitation fiscale. Alors quand je dis absence d'implication de l'État, évidemment, le but recherché était d'avoir un instrument offert aux parties privées, aux propriétaires privés, pour mettre en œuvre cet instrument. Simplement, ce qui personnellement me navre un peu, c'est que l'État et tout l'appareil étatique ne se soient pas engagés dans le support à cet instrument. Support politique. Si vous avez entendu un jour un secrétaire d'État parler publiquement de l'ORE, j'offre une tournée générale. Et si vous avez entendu un membre de l'OFB vous expliquer ce qu'est une ORE, j'offre une deuxième tournée. Malheureusement, l'Office français de la biodiversité, qui est un des instruments, un des outils qui devrait pouvoir promouvoir cet outil, ne l'a pas fait, ne le fait pas, alors que par exemple il est l'organisme auquel sont rattachés l'ensemble des parcs nationaux et que l'ORE est un instrument formidable pour mettre en œuvre la charte dans l'ère d'adhésion des parcs nationaux. Il n'y a pas un parc national qui a signé une ORE pour l'instant, et l'OFB n'a demandé à personne de faire pression sur les directions de parcs pour... voilà. C'est ce que je veux dire quand je dis absence de support. On a vu en Australie, on a vu au Québec, on a vu aux États-Unis. Mais évidemment, l'incitation principale qui manque, et j'en termine là, c'est l'incitation fiscale, mais Guillaume Saint-Denis va nous en parler. Merci. Excellent. Thank you so much, Mr. Martin. Before we get to the questions, well, he already made it a lot easier for me to move to the next presentation because he already introduced the necessity for incentives, and Mr. Saint-Denis will give us his thoughts about that. The floor is yours, Mr. Saint-Denis. Monsieur Saint-Denis, vous allez partager votre point de vue avec nous là-dessus.
Donc je vais effectivement enchaîner sur ce qu'a dit Gilles Martin en me concentrant sur une partie un peu plus grisâtre que ce qu'on a abordé ce matin avec beaucoup d'enthousiasme, qui est une partie un peu rugueuse, qui est la partie fiscale en effet. Donc comment est-ce qu'on peut utiliser cet outil fiscal? D'abord en essayant de montrer ce qui a été fait à l'étranger et ensuite de voir comment est-ce qu'en France on peut s'en inspirer. Donc on peut passer à la seconde slide. Donc les dispositions fiscales à l'étranger. Alors ce qui est oui, c'est celle d'après. Next one. Hein. Oui, voilà. Donc ce qui est très important de comprendre, c'est que dans les pays anglo-saxons, la notion de don de servitude. Dans les pays anglo-saxons, en général, le droit est considéré beaucoup plus dans sa pluralité que dans un pays comme la France, d'une part, et d'autre part, les servitudes sont en général, il y a des exceptions, mais sont en général des servitudes perpétuelles. Donc on considère que quelqu'un qui accepte une servitude sur sa propriété se défait d'une partie des droits qu'il a sur son terrain. Et ce défaisant d'une partie des droits, il donne une partie du droit de propriété, qui peut être à chaque fois différente. Ça peut être le droit de chasse, ça peut être le droit de construire, ça peut être le droit de ceci. Et donc ça a une valeur. Et donc le système consiste avant tout à déterminer quelle est la valeur du don de servitude. Donc en général, le don de servitude est calculé comme étant la valeur du terrain avant la servitude, moins la valeur du terrain après la servitude, qui entraîne donc une moins-value, et la moins-value est la valeur de la servitude. Bon, c'est le cas général, il y a des exceptions. Slide d'après. Next slide. Next slide. Ah pardon, excusez-moi. Alors voilà, quelques exemples donc, de pays, c'est pas exhaustif, hein, mais des pays principaux qui ont instauré ça. Alors vous voyez que les impôts utilisés sont différents. Il y a l'impôt sur le revenu et la taxe sur le foncier dont bâti le plus souvent, mais vous avez aussi les plus-values, vous avez aussi les droits de mutation à titre gratuit, vous avez aussi les droits d'enregistrement. Vous voyez qu'on a des incitations qui sont assez importantes en quantité, puisque par exemple, en Afrique du Sud, on a une déduction du revenu qui est à peu près 4%, multiplié par 25, c'est-à-dire que c'est 100% qui peuvent être exonérés. On a pour l'Australie, alors je crois que nous avons une Australienne et une Canadienne à l'écoute, alors j'espère qu'elles ne vont pas me détromper, mais nous avons une déduction du revenu imposable de la valeur du don. C'est-à-dire la valeur du don est déduite du revenu imposable, pour le dire plus clairement. Au Canada, vous voyez que c'est limité à 29% de la valeur du don. Aux États-Unis, qui est l'exemple le plus important, comme le rappelait Gilles Martin tout à l'heure, pour actualiser ces chiffres, on est maintenant à peu près 200 000 conservation easements sur 13 millions d'hectares, hein, donc c'est vraiment énorme. On a 50% de la valeur du don qui est déductible du revenu imposable, mais 100%, ça c'est pour favoriser les propriétés agricoles et les agriculteurs, si plus de 50% des revenus proviennent de l'agriculture. Et on a en plus une réduction de la valeur de l'actif imposable pour les droits de mutation à titre gratuit, qui est un cumul de à la fois 40% sur la valeur du terrain après l'établissement d'une conservation easement, et la valeur est évidemment calculée sur la valeur après conservation easement, c'est-à-dire une valeur diminuée. Donc vous voyez que ça fait quand même pas mal. Alors ça c'est pour les particuliers. Ensuite pour les entreprises, next slide. Voilà, pour les entreprises, on a aussi des régimes spécifiques qui sont un peu différents. Donc évidemment, là, on est surtout sur l'impôt sur le revenu des sociétés, mais aussi sur l'impôt sur les plus-values. Et vous voyez qu'on a des montants qui sont assez importants, puisque soit ce sont des exonérations pour les plus-values, soit ce sont des déductions de l'impôt sur les sociétés, qui peuvent être jusqu'à la totalité de la valeur du don. Reportable. Alors là aussi, on a une spécificité pour les sociétés agricoles, pour les États-Unis, donc des montants qui sont très importants. Next slide. Alors, en dehors de ces services de conservation easement généraux dont je viens de parler, je voulais dire un mot de deux types d'easement un peu particuliers, parce qu'ils se rapprochent peut-être un peu plus des ORE. Le Williamson Act, j'ai pris l'exemple de la Californie, mais il y a d'autres États où ça existe. C'est assez différent dans la perspective de ce qu'on appelle le ZAN en France, puisqu'il s'agit, c'est assez ancien, ça date des années 60, de restreindre l'urbanisation des terres agricoles, donc d'essayer de conserver les terres agricoles plus longtemps. Et là, le moyen, c'est d'éviter ce qui peut se produire en France, qu'on ait un terrain agricole qui, parce qu'il est constructible, est taxé en fait beaucoup plus qu'à sa valeur agricole, ce qui oblige quasiment la personne qui le détient à l'urbaniser, puisqu'elle a une valeur de taxation qui est une taxe annuelle qui est plus forte que son rendement. Et donc, là, l'idée, c'est de permettre, grâce à un contrat avec le comté,
où le propriétaire s'engage à ne pas urbaniser, de faire en sorte que le terrain reste évalué pour la taxe foncière selon son utilisation réelle agricole et non selon sa valeur marchande. Ce qui évidemment est assez incitatif. Et dans ces cas-là, justement, on n'est pas dans un cas de perpétuité. Donc, c'est-à-dire que c'est assez intéressant de voir que l'État de Californie accepte des dépenses fiscales simplement pour retarder l'urbanisation en disant qu'on va profiter de terrains agricoles à la fois pour l'agriculture mais aussi comme espaces sociaux récréatifs, simplement pour une durée de temps qui n'est pas éternelle mais qui peut être de 10 ans. Le deuxième exemple, c'est le Open Space Act. Next slide. Ouais, voilà, qui est une autre version, toujours en Californie, mais ça existe aussi dans d'autres pays. Là, l'idée, c'est une idée qui est très proche du développement durable. Il s'agit de préserver des espaces ouverts, tout en permettant des utilisations et un développement qui sont compatibles avec les caractéristiques du bien. Donc là aussi, le moyen, c'est une incitation fiscale. Alors, si c'est à perpétuité, on a une réduction du montant de la donation pour l'impôt sur le revenu fédéral. Et si ce n'est pas à perpétuité, on a le même système que tout à l'heure, avec un terrain qui reste évalué à la taxe foncière selon son utilisation réelle. Et donc là, le propriétaire et l'exploitant, qui sont souvent le même aux États-Unis, peuvent continuer leurs activités, y compris des activités agricoles, à condition que ça ne dégrade pas le caractère pittoresque de l'endroit. C'est souvent pour des raisons paysagères. Le mot anglais qui est employé, c'est le mot scénique. Voilà, donc c'est assez intéressant parce que ça permet à la fois de poursuivre une activité économique, mais à condition qu'elle n'engage pas les caractéristiques fondamentales du terrain. Next slide. Alors, là, on a vu le niveau fédéral. Je voudrais prendre quelques exemples de ce qui se passe dans les États, parce qu'il y a un double système aux États-Unis. Il y a à la fois un avantage fiscal fédéral, et puis un certain nombre d'États, pas tous, ont institué des systèmes propres aux impôts de leur État. Donc vous voyez que là aussi, c'est assez varié. Ça peut être soit le crédit d'impôt, soit l'exonération de taxes foncières. Et on a des montants qui sont très importants. Par exemple, en Floride, ça va jusqu'à 100% pour l'exonération de taxes foncières. Dans l'Iowa ou à Porto Rico, ça va jusqu'à 50% pour le crédit d'impôt sur l'impôt sur le revenu. Vous voyez qu'on a des États dans lesquels on a un report du déficit qui peut être sur 20 ans ou même indéfini. Et vous voyez qu'on a des États, comme par exemple la Virginie, qui ont des budgets annuels consacrés à ça, qui sont très importants, 75 millions de dollars. Next slide. Même chose pour les entreprises. Bon, en général, là, c'est donc un crédit d'impôt sur l'impôt sur les sociétés. Et vous voyez que là aussi, on a des montants annuels prévus dans certains États qui sont très importants et des possibilités de déduction qui sont très importantes aussi. Plus la transférabilité. Alors, je vais expliquer ce qu'est la transférabilité dans un instant avant de conclure. Next slide. Non, là, on est retenu en arrière, là. Voilà. Alors, est-ce que ces dispositions fiscales ont un effet ? La réponse est oui. Je voudrais le montrer maintenant en prenant 3 exemples. Next slide. Premier cas, le cas où on a un système de conservation easement sans incitation fiscale et on en instaure un. Vous voyez là l'exemple de la Virginie. Bon, il n'y a pas, jusqu'en 99, il n'y a pas d'incitation fiscale, donc on reste sur à peu près 50 par an. Et puis dès qu'on en met une, on monte à un peu plus de 150, 200. Donc on a quasiment un quadruplement du nombre d'actes et une augmentation dans les mêmes proportions du nombre de la surface couverte. Donc effet important. Next slide. Quand on a déjà une incitation fiscale et qu'on en augmente le montant, même phénomène, on voit que ça augmente considérablement avec les plafonds quand ils sont augmentés. Là, c'est l'exemple de la Caroline du Nord, pour ne pas prendre tout le temps les mêmes États. Next slide. Alors, ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à comprendre pour un Français, parce que ce n'est pas du tout dans la culture française, mais dans certains cas, les crédits d'impôt qui sont associés au conservation easement sont transférables. C'est-à-dire que, comme ce sont souvent des propriétaires fonciers ou des propriétaires agricoles et qui ont des revenus qui ne leur permettent pas d'utiliser le plein potentiel de la déduction fiscale, dans un temps ultérieur, il a été autorisé de vendre son crédit d'impôt. Donc le crédit d'impôt est transférable. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de gens qui gagnent beaucoup d'argent aux États-Unis, comme par exemple, c'est très à la mode à Hollywood, les producteurs ou les acteurs de cinéma d'Hollywood défiscalisent en achetant des crédits d'impôt sur des conservation easements à des propriétaires agricoles qui n'ont pas un revenu suffisant pour employer la totalité. Et grâce à cette vente, ils arrivent à se faire un petit peu d'argent et ça draine de l'argent qui vient d'ailleurs
pour les conservation easements. Donc vous voyez que quand on autorise la transférabilité, là aussi on a une augmentation très importante à la fois du nombre d'actes et de la surface couverte. Next slide. Alors, un mot sur les coûts. Il y a plusieurs études là-dessus, mais je ne les cite pas toutes. Mais sur l'Afrique du Sud, par exemple, il y a une étude qui a été faite par Biofin qui montre qu'on a un coût d'à peu près 31 € à l'hectare et que ce coût est évidemment très inférieur au coût d'une acquisition et d'une gestion étatique, qui supposerait d'abord acquisition par l'État et ensuite coût de gestion. Donc, eux trouvent un coût qui est de 4 à 17 fois moins cher qu'une acquisition et une gestion dans les mêmes conditions par l'État. Next slide. D'où vient l'argent? Bon, ça c'est quand même important. Et donc vous voyez que les États, c'est l'avantage des États décentralisés ou fédéraux, c'est que chacun trouve le système qui lui convient, ont voté un certain nombre de dispositions qui sont très différentes selon les cas. On a des obligations d'État dans certains cas, on a des frais d'enregistrement dans d'autres cas, on a des taxes sur les ventes d'articles sportifs, on a le budget général, on a des revenus qui viennent de la loterie, taxes sur les ventes, etc., etc. On a aussi l'impôt sur les sociétés. Et vous voyez, je montre ça parce qu'on a eu, comme vous le savez, quelques difficultés en France récemment avec la fiscalité écologique. Mais les États-Unis, qui sont un pays dont on considère que les habitants sont assez allergiques à l'impôt, dans beaucoup de cas, votent dans des référendums locaux des systèmes pour avoir des augmentations d'impôts, à condition que ces impôts soient fléchés sur ces systèmes. Vous voyez que, par exemple, en Géorgie, on a eu 83% d'approbation à un référendum qui a alloué 200 millions de dollars pour ça. Et vous avez un autre exemple, il y a plusieurs autres exemples, mais par exemple dans le New Jersey, vous avez eu en 2014 un référendum où 65% des gens ont approuvé le fait qu'on alloue une partie de l'impôt sur les sociétés à la conservation des espaces. Et puis vous avez d'autres exemples de ce genre-là. Par exemple, dans le Tennessee, c'est sur les droits ce qu'on appellerait en France les droits de mutation à titre onéreux, où on a une partie 0,08, mais ça aboutit quand même à un montant qui n'est pas négligeable annuellement, qui est dédié à ça. Alors, et dans certains cas, encore une fois, les électeurs approuvent des augmentations d'impôts pour ça. Next slide. Alors, le cas français. Alors, premier cas, là, je terminerai par ça en distinguant, parce que la grande question, naturellement, c'est de savoir s'il faut une incitation fiscale ou pas. Alors, je pense qu'il y a plusieurs cas différents. Il y a d'abord ce que j'appellerais les ORE de continuité, classification qui est mienne et qui est très critiquable. On a un certain nombre de cas où on ne comprend pas très bien, et là je rejoins tout à fait ce qu'a dit Gilles Martin, pourquoi certains établissements publics français ne pratiquent pas les ORE. Je prends l'exemple des parcs nationaux, ce que j'appelle PN ici en résumé, qui ont, comme vous le savez, une zone cœur et une zone d'adhésion. Les ORE sont un outil idéal pour avoir une zone de transition entre une zone cœur qui est de protection stricte et l'extérieur du parc où il n'y a plus du tout de protection. En théorie, la zone d'adhésion est entre les deux. Et donc, en théorie, les parcs nationaux devraient se soucier de faire des ORE dans ces zones-là. Or, on en a zéro. Même chose pour le littoral. On a une loi littorale en France qui est très bien faite. Mais dès qu'on n'est plus sur une commune littorale, on arrive dans le droit de l'urbanisme commun. Et évidemment, on a un report de l'urbanisation et d'autres activités sur les communes du rétro-littoral. Donc, on pourrait là aussi supposer que les ORE pourraient avoir une utilité importante. Les communes, je rappelle qu'en France, il existe des bois communaux, des prairies communales, des marais communaux. On pourrait aussi imaginer que dans le pourtour de ces espaces communaux, on ait des ORE. À ma connaissance, ce n'est pas le cas. La trame verte, trame bleue, c'est un endroit idéal pour faire des ORE. Et tout ça, me semble-t-il, évidemment, j'aurais dû mentionner là les départements avec les espaces naturels sensibles. Il y a des zones de préhension pour les espaces naturels sensibles. Ce sont tout à fait des endroits où les départements pourraient faire des ORE, d'autant plus qu'ils ont une taxe affectée aux espaces naturels sensibles qu'ils pourraient utiliser pour financer les ORE. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait un exemple pour l'instant de département faisant ça. Tout ça devrait être, à mon avis, précisé au moins comme une possibilité dans les SRADET. Je le dis d'ailleurs avec une faute d'orthographe à SRADET, parce qu'on est en ce moment en train de réviser les SRADET. Et je pense que quand on aura fini la révision de SRADET, il y a un certain nombre de chances pour qu'on constate qu'aucun SRADET n'a pensé à prévoir des ORE dans son document. Ce qui n'empêchera pas d'en faire. Mais
Oui, les SRADET, pardon, c'est le document d'urbanisme régional. C'est schéma régional d'aménagement et de développement du territoire. Ça s'appelle le SDRIF en France, ça s'appelle le PADUC en Corse, mais dans les autres régions, ça s'appelle le SRADET. C'est un document qui est très important puisque les SCOT et les PLU doivent être compatibles avec le SRADET. Les SCOT, les PLU étant les plus locaux d'urbanisme et les SCOT étant les schémas de cohérence territoriale. Et oui, c'est le droit de l'urbanisme, mais il est important en la matière. Alors, le next slide. Ce que j'appellerais les ORE subventionnés. Je mets à part le cas des ORE de compensation qui, à mon avis, est secondaire ou ne mérite pas forcément immédiatement, en tout cas, une aide ou une disposition fiscale. Les agences de l'eau. Alors, les agences de l'eau, certaines d'entre elles se sont emparées de l'outil, mais c'est très disparate. Par exemple, Rameuse, l'agence de l'eau Rameuse s'est beaucoup emparée de l'outil. L'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse s'est beaucoup emparée de l'outil. Je crois Seine-Normandie également. En revanche, sur Adour-Garonne et Loire-Bretagne, je crois que c'est moins le cas. Et je ne sais pas pourquoi, parce que les agences de l'eau qui se sont emparées de ça, comme Rameuse, considère que c'est un excellent outil, et le directeur de l'agence de l'eau Rameuse, par exemple, m'a dit que c'est le meilleur outil en termes de coût-efficacité pour la protection des captages, par exemple, d'eau. Et le conservatoire du littoral, alors là, le conservatoire du littoral, pour moi, c'est une surprise, parce que les servitudes de conservation ont été créées en partie pour lui, sachant que dès 1995, la Cour des comptes, dans son rapport public annuel, s'étonnait que le conservatoire du littoral n'ait pas recours aux servitudes de conservation et l'encourageait à le faire sur la base d'un raisonnement plein de bon sens qui était le but étant le tiers sauvage du littoral, but réaffirmé par tous les gouvernements, mais qui s'éloigne de plus en plus dans le temps parce que les acquisitions sont lentes. Et la Cour des comptes disait vous pourriez protéger plus de littoral à un coût moindre, puisqu'évidemment, vous n'avez pas les coûts d'acquisition. Alors, à l'époque, les ORE n'existaient pas, mais depuis, les ORE ont été créés, et en 2018, la Cour des comptes a fait un référé de nouveau là-dessus, en rappelant ça. Et on n'a toujours pas de politique active du Conservatoire du littoral sur les ORE, ce qui, à mon avis, est une erreur dans le contexte actuel, parce que vu la situation dans laquelle on est, et on ne peut pas espérer une grande progression des budgets en faveur de la biodiversité et de l'environnement en général dans les années qui viennent, on est dans une conjoncture où il faut utiliser les outils les moins coûteux. Last slide, où je rappelle le texte de la loi. Alors, on a deux choses importantes. Premièrement, l'article 72 dit que les communes peuvent exonérer de taxes foncières les terrains concernés. Donc, ce n'est pas une obligation, c'est une faculté. Quelquefois, elles le font, quelquefois, elles ne le font pas. Il y a une autre petite chose que je ne mentionne pas, c'est qu'on a des droits d'enregistrement qui sont réduits, mais c'est minime. Et surtout, l'article 73 est important. Gilles Martin le rappelait tout à l'heure. Je ne vais pas le relire, il dit ce qu'il dit. Mais premièrement, ce rapport a été déposé avec 2 ans de retard, ce qui n'est pas très grave. Mais deuxièmement, ce rapport qui a été déposé et qui est fait à la va-vite dit on ne peut rien faire. Bon. Moi, je parle sous le contrôle de Gilles Martin, qui est davantage juriste que moi, mais je pense que ce rapport n'est pas légal par rapport à l'article de loi. Puisque l'article de loi dit le gouvernement dépose sur les bureaux de l'Assemblée et du Sénat un rapport sur les moyens de renforcer l'attractivité, notamment au moyen de dispositifs fiscaux incitatifs. Bon, donc on demande bien au gouvernement de déposer un rapport disant comment on peut renforcer l'attractivité au moyen de dispositifs fiscaux incitatifs. Un rapport qui dit on ne peut rien faire ne répond pas à cet article en bon français, me semble-t-il. Donc, un parlementaire pourrait ou devrait poser une question au gouvernement en disant quand est-ce qu'un rapport répondant véritablement à cet article sera déposé. Au-delà de ce problème un peu formel, quel serait le bon mécanisme? Alors, il y a beaucoup de gens, je termine par là, j'en ai terminé, il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'il faudrait rendre l'exonération de taxes sur le foncier non bâti obligatoire. Je ne suis pas forcément de cet avis-là parce que, premièrement, se pose le problème de la compensation. Quand c'est obligatoire, l'État doit compenser. Quand c'est facultatif, l'État ne compense pas. Donc c'est la raison pour laquelle on a réussi à faire passer l'exonération facultative en 2016. Deuxièmement, les communes sont réticentes à ce genre d'exonération parce qu'elles ont des précédents, notamment sur Natura 2000, etc., où il y a eu une exonération à 100% au début, puis Bercy est intervenu en mettant un plafond à toutes les exonérations, et donc les parcs naturels régionaux, par exemple, qui avaient beaucoup favorisé les chartes Natura 2000, se sont fait taper sur les doigts par les communes à l'intérieur d'eux en disant vous nous avez mis dans un système où finalement on est perdant. Donc je pense personnellement qu'il vaut mieux laisser les communes libres d'exonérer ou pas, et que l'exonération devrait porter sur un impôt national. Alors quel impôt national ?
À mon avis, ça n'est pas très intéressant que ce soit les droits de mutation à titre gratuit parce qu'il existe déjà des taux réduits sur tout ce qui est forêt à condition d'avoir un plan simple de gestion, certes, ou agriculture à condition d'avoir des baux ruraux à long terme, mais c'est quand même une majorité des terrains concernés. Et donc je pense que ça pourrait être sur impôt sur le revenu et prélèvements sociaux. Sachant que évidemment ça ne règle pas le cas des terrains qui n'ont pas de revenus, parce que vous avez beaucoup de terrains non bâtis qui ont 0 revenu. Et ces terrains sont évidemment en rentabilité négative chaque année, puisqu'ils doivent payer une taxe sur le foncier non bâti, c'est-à-dire qu'ils payent une taxe qu'ils n'ont pas les moyens de payer avec des revenus, puisqu'ils n'ont pas de revenus. Mais on ne peut pas régler tous les cas d'un coup, et en plus il faut qu'il y ait un coût qui soit acceptable pour l'État. Si vous prenez un cas très simple, qui est le cas des terrains agricoles, le fermage c'est en moyenne 150 € à l'hectare par an, avec des différences évidemment. Vous avez à peu près là-dessus quelque chose comme 30 € de taxes sur le foncier non bâti, donc il reste 120. Quelqu'un qui est imposé à 30 ou à 40%, vous voyez que ça fait quelque chose comme 40 € à l'hectare, ce qui n'est pas très élevé, et la perte pour l'État est très faible, puisque les loyers de fermage sont anormalement bas en France. Donc personnellement, c'est cette piste que je suggérerais d'étudier, sachant que le contexte budgétaire a l'air très difficile, mais en même temps, il est peut-être favorable, parce que comme on est dans un moment où il faut arrêter de créer des structures coûteuses pour gérer des espaces et protéger des espaces qu'on peut protéger ou gérer avec des instruments moins coûteux, il y a peut-être un deal à faire avec l'État, de leur dire « aidez-nous à promouvoir des mesures de protection qui sont moins coûteuses que, par exemple, les parcs nationaux qui supposent un budget, puisqu'il y a établissement public, personnel, etc. Et grâce à ça, on peut avoir, via une incitation fiscale, des modes de protection moins coûteux qui feront que, globalement, le budget consacré à la biodiversité n'augmentera pas avec une surface protégée qui, elle, augmentera, ce qui est quand même le but qui est prévu dans la stratégie nationale pour la biodiversité. Pardon d'avoir été à la fois un peu long et un peu technique. Thank you so much, Mr. Santoni. Merci beaucoup, Monsieur Santoni. Merci de toutes ces exonérations dont vous avez parlé, et vous nous avez parlé de la législation fiscale, et également merci pour les propositions que vous faites. Et vous l'avez fait en moins de 15 minutes. Je vous remercie beaucoup. Il y a beaucoup à faire dans tout ce que vous avez dit. Je ne vais pas rentrer dans la discussion tout de suite, et je vais maintenant passer la parole directement à vous, monsieur. Je sais que vous avez votre fille à vous marier demain, donc à vous de voir quelle est la vitesse à laquelle vous travaillez. Bon, il faut quand même finaliser en ce qui concerne les fonds. Oui. Nous avons commencé avec la toute première question de ce matin, et c'est-à-dire il y a peut-être notre organisation qui... Vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît? Et il y a également beaucoup de gens qui habitent dans des endroits ruraux et qui demandent pourquoi vous coopérez avec les organisations qu'on appelle vertes et très vertes, qui veulent en fait acheter notre terrain, qui veulent arrêter la chasse. Pourquoi faites-vous tout cela? La bonne nouvelle, c'est que tout le monde pose la même question lorsqu'on parle avec les agences responsables de la conservation. Pourquoi travaillez-vous avec les capitalistes qui sont dans la conservation uniquement pour la chasse et qui ne donnent même pas d'accès à leur terrain et qui s'en fichent complètement de la nature sur leur terrain? Alors, tout cela a commencé il y a une dizaine d'années, et ils ont dit oui, nous avons de l'argent et nous pouvons... la condition, c'est que nous allons travailler ensemble. Alors, nous avons commencé à travailler ensemble et nous avons écrit un projet. Et pendant les dernières semaines de la rédaction, des deux côtés, ils nous ont demandé de stopper, de tout arrêter, parce que Eurosites et certains de ses membres ont dit non, nous n'allons pas travailler là-dessus. Et non, nous n'allons pas faire ceci, et non, on ne va pas travailler avec ces organisations vertes et très vertes. Et il y a un seul projet qui a été soumis et approuvé, et je peux vous assurer qu'il y avait beaucoup de frustration en ce qui concerne ceci.
il y avait la Commission qui nous a dit « Attendez, il y a des moyens supplémentaires que nous allons avoir l'année prochaine et vous pouvez également… » Alors, nous avons reçu un deuxième projet pour la conservation des terrains, les propriétés foncières privées. Donc, ça fait 4 ans que nous travaillons tous ensemble. Nous étions en contact, mais pas trop. Mais au bout de 4 ans, nous avons livré nos rapports et eux aussi. Et nous sommes arrivés à la conclusion que 85% de ces recommandations étaient identiques. Également, la question de servitude, la première question, le nombre d'instruments dans toute l'Europe qui l'ont, c'est ce qu'il nous faut. Mais la Commission dit, si vous avez 85% de ces recommandations en commun, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas travailler ensemble? Donc on nous a rappelé à la Commission et la Commission dit, d'accord, nous avons de l'argent pour la conservation des terrains privés, mais attention, vous n'allez pas avoir le budget entier. Alors nous avons écrit le projet ENPLC. Et le fait même que nous ayons cette réunion voulait dire que nous avions l'accord des deux côtés, des deux parties. Et on voyait bien qu'ils étaient en train de changer d'avis. Alors pour les propriétés foncières privées, on voit très souvent, et c'est intéressant de travailler avec eux, nous voyons également qu'il y a une volonté de travailler sans pour autant acheter le terrain tout de suite. Et Nabu qui est contre la chasse, mais nous avons pas mal de réserves nature qui sont gérées par Nabu et où la chasse fait partie de la conservation. Il ne s'agit pas que de confiance entre les différentes parties, mais également entre les propriétés foncières et les fermiers et les agriculteurs. Ce matin, on a entendu que les agriculteurs peuvent être les propriétaires, mais ce n'est pas toujours le cas. Et nous voyons également que d'un côté, avec le PAC, il y a des subventions qu'on donne aux agriculteurs sans penser qu'il y a un propriétaire. Et puis on voit des incitations aujourd'hui qui appliquent à ces propriétaires fonciers. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. C'est quelque chose qu'il faut faire ensemble. Le propriétaire doit être sûr que vous pouvez faire quelque chose à plus long terme et que l'agriculteur l'agriculteur qui n'est pas propriétaire, il est en train de faire quelque chose sur le terrain. Donc les deux doivent aller ensemble. Un troisième point, c'est la confiance entre les privés qui font la conservation et la communauté en plus large. Et là, on a l'élément de perte financière. Ce matin, ça vient d'où? Eh bien, il n'y a pas de perte financière si vous faites la conservation sur les terrains privés. Mais si je regarde les taux en Belgique, 120 000 par hectare, la forêt c'est 35 000, et conservation de la nature c'est 15 000. Donc si vous allez de l'agriculture vers la conservation, vous avez une perte. Et peut-être, ce n'est pas une vraie perte si on regarde le niveau du paysage, mais là vous avez une situation où un individu donne de l'argent. Et la communauté gagne l'argent de l'autre côté. Et c'est une situation qui, à la longue, ne va pas marcher. Et c'est pour cette raison que dans le European Land Organization, on est plus en faveur de paiement pour les services écosystèmes, parce que là, vous êtes capable d'y mettre un prix avec un bonus. Merci. C'était rapide, merci. Je me retiens de commenter. Il nous reste 2 minutes pour des questions. J'aimerais ouvrir le floor aux questions. Je pense qu'il y a des questions qui se sont levées déjà. Je commence avec le monsieur. Je pense que vous n'avez pas encore posé. Mais je sais que vous avez besoin de micro pour prendre la parole. Monsieur à gauche, là, devant.
Je voulais poser une question d'urbaniste en rapport au droit. Est-ce que l'ORE est opposable au PLUI? Et dans ce cas, un PLUI préexistant ou avant un PLUI? Savoir quelle est la vraie existence réglementaire de cet outil, parce qu'on pourrait tout à fait l'utiliser justement en tant qu'urbaniste, ou alors être vigilant sur ce point-là, justement pour être un bon conseiller. La deuxième question que je ne pouvais pas poser ce matin, c'est quels sont les organismes qui vont justement valider dans le temps que les obligations sont bien tenues, et qui va sanctionner une marque qui sera bouchée, une haie qui sera arrachée, alors que ça faisait partie des obligations initiales. Voilà, toute progression pacifiste a besoin aussi derrière d'une organisation, d'une force, voire d'une armée, tant pis. Mais il faut savoir comment on s'organise pour faire respecter quelque chose qui est joyeusement pacifiste, comme l'ORE. Bien. Alors, compte tenu des 2 minutes, premièrement, l'ORE n'est pas opposable et ne peut pas bloquer des projets d'urbanisme, mais comme elle reconnaît des droits à un tiers, le conservatoire d'espaces naturels, le département, la commune, qui est bénéficiaire de l'ORE. Au moment où on met en œuvre la mesure d'urbanisme, par exemple une expropriation ou une préemption, il va falloir indemniser ses droits. Donc ça modifie un peu la situation et ça oblige à négocier avec celui qui est bénéficiaire de l'ORE. Donc ça ne bloque pas le projet d'urbanisme, mais ça le rend plus difficile à mettre en œuvre parce que ça oblige à négocier avec le bénéficiaire des droits. Deuxième question. Sur qui peut mettre en œuvre les obligations en cas de non-respect, hein, c'était ça la question. Si vous êtes propriétaire et que votre locataire ne paye pas le loyer, que faites-vous? Vous allez voir un juge. Ben là, si le propriétaire ne met pas en œuvre les engagements qu'il s'est engagé à mettre en œuvre, il faut saisir le juge et on peut, et ça c'est une précision importante, demander à ce juge d'imposer l'exécution en nature et pas seulement l'exécution par dommages et intérêts, l'exécution forcée en nature des obligations qui sont contenues dans le contrat. Voilà. Je poursuis du coup. Je vous remercie pour vos présentations et merci de les avoir rendues aussi claires et notamment Monsieur Saint-Denis aussi sexy. C'était pas gagné d'avance en parlant de fiscalité. Et je vous remercie aussi de souligner l'effet pervers que ça peut avoir de faire en sorte que la politique commune ne repose pas sur la fiscalité des communes, notamment rurales. Et c'est pour ça que c'était intéressant justement de proposer d'autres solutions et de souligner cette importance-là. Et je remercie aussi M. Martin d'avoir, au travers de son certificat de paternité, présenté aussi son attestation de baptême, parce que je suis toujours en train de chercher quelle est la personne derrière des termes aussi difficiles ensuite à porter sur le terrain. Vous avez parlé ce matin, tout à l'heure, de la difficulté de naissance de l'ORE. On a évoqué ce matin d'où venait le terme, qu'est-ce qui se cachait derrière la sémantique et tout ça. Maintenant, quand il faut le faire digérer par des élus et tout ça, c'est aussi, ça demande aussi un petit peu d'aisance. Donc, ouais, juste sur forme d'humour, essayer de penser à comment il va falloir porter ensuite avec le nom des outils. Hein. Donc, si quelqu'un connaît aussi le bonhomme qui est derrière le terme dotation aménité rurale, je suis preneur. J'avais une... Maybe the lady next to the pillar and the gentleman in the back afterwards. J'essaie de passer la parole aux gens qui n'ont pas encore pris la parole. Donc ça va faire une pierre deux coups. Pourquoi il n'y a pas eu de support de l'État pour faire parler le dispositif? Est-ce que vous avez des suppositions pour répondre à ça? Et pour Monsieur Saint-Denis, je voulais poser la question, vous avez dit qu'il y avait des effets significatifs, des incitations fiscales, et vous avez montré un schéma qui montre des hectares et des nombres, mais est-ce qu'on a une mesure de l'efficacité, puisque les personnes qui vont faire ça pour une incitation fiscale, est-ce que derrière il y a une efficacité en termes de protection de la biodiversité? Est-ce qu'on a une idée de ça? Merci. Alors sur la première question, vous me pardonnez d'être un peu caricatural, mais le temps nous presse, il y a une culture administrative française qui n'est pas une culture contractuelle. C'est une culture réglementaire avec le droit qui tombe d'en haut et qui descend vers le bas. Là, on a présenté un outil qui part du bas et qui construit, et
et ce n'est pas un reproche que je fais, mais l'administration française et les services administratifs ne sont pas habitués à des outils qui partent du bas pour monter vers le haut. Et quand je critiquais tout à l'heure, là c'était une vraie critique, l'OFB de ne pas s'être emparé de cet outil, c'est parce que précisément ils sont dans la démarche culturelle habituelle. Nous sommes la puissance publique, nous fabriquons le droit, donc nous fabriquons la réglementation qui s'impose, et si vous ne la respectez pas, il y a une contravention, etc. Or, l'idée que ce soit un outil donné à des personnes privées et qui construisent quelque chose ne leur est pas familière, et donc, effectivement, ils n'ont pas été engagés dans cette attitude de promotion de l'outil. Pour répondre à votre question, oui, alors je n'ai pas montré ça dans la présentation parce que je ne voulais pas être trop technique, mais les États aux États-Unis ont institué des procédures à la fois pour dire que les conservation easements devaient respecter un certain nombre de règles ou devaient favoriser un certain nombre d'écosystèmes qui étaient dans la politique de l'État considérés comme prioritaires. Par exemple, il y a un État, je ne sais plus lequel, qui n'accorde des conservation easements que sur les zones humides, etc., etc. Et par ailleurs, il y a une vérification qui est faite de savoir si les choses sont bien respectées ou pas. Et si ce n'est pas le cas, les avantages fiscaux doivent être remboursés. Et il y a en plus des pénalités assez importantes. Pour prendre un exemple, ce n'est pas le lieu ici de faire de la politique, mais M. Trump a fait une conservation easement et est poursuivi actuellement par la justice puisqu'il n'a pas respecté du tout. Et donc il a fait ça pour des raisons financières. C'est un des nombreux procès qu'il a aux fesses, mais on en parle moins que les autres. Voilà. You may know him. Okay. All right. So, last question, the gentleman in the back, and then Bonjour. Je travaille pour Michael Weber, qui est sénateur de la Moselle et président des PNR, des parcs naturels régionaux. Et je voulais vous demander simplement si vous pensez que le levier législatif serait le bon moyen pour renforcer d'une part le caractère incitatif d'un point de vue fiscal et encourager, comme vous le disiez, certaines institutions publiques à promouvoir cet outil. Est-ce que vous pensez, si on imagine par exemple une proposition de loi, est-ce que vous voyez d'autres angles qui permettraient d'améliorer cet outil ? Et une dernière chose, est-ce que dans le texte, le PJL de 2013 et après la loi biodiversité, est-ce qu'il y a eu quels ont été les points d'achoppement ? Est-ce que le texte a été amoindri après son examen au Parlement ? Merci beaucoup. Alors, sur la partie ORE, moi, mon souvenir, c'est que moi j'avais été auditionné à la fois par l'Assemblée et le Sénat sur ce projet de loi, et il y avait eu pas mal de questions sur le problème des ORE, et pour vous dire, alors on butait déjà sur qu'est-ce qu'il fallait comme incitation fiscale, il n'y avait déjà pas d'argent, donc j'avais suggéré, je suis alors là, autant Gilles Martin est le père de l'outil, autant je suis le père des articles 72 et 73, puisque j'avais dit, écoutez, il y a une chose au moins que vous pouvez faire, c'est donner la faculté aux communes d'exonérer de taxes sur le foncier non bâti, puisque dans ce cas-là, l'État ne rembourse pas et donc Bercy ne s'y opposera pas. Et deuxièmement, demander que l'État produise un rapport. Bon, ce que je ne savais pas, c'est que l'État produirait un rapport disant qu'on ne peut rien faire. Mais voilà. Alors, oui, non seulement c'est le bon moyen, mais c'est même obligatoire, le législatif, puisque l'impôt doit être consenti en général par la loi et non pas par le règlement. Alors, il y a déjà eu beaucoup d'amendements, de propositions d'amendements qui ont été rejetées depuis plusieurs années. Il y a eu aussi beaucoup de questions parlementaires et il est très intéressant d'observer que ces questions parlementaires proviennent de parlementaires d'étiquettes tout à fait différentes. Donc il y a une sorte de consensus en faveur de l'outil. Et donc oui, moi je crois qu'il faut essayer de déposer de nouveau des amendements en mettant en avant le fait que le rapport qualité-prix est excellent et que vu les temps budgétaires dans lesquels on est, il faut absolument s'orienter vers des mesures de protection de la biodiversité moins coûteuses que d'autres. On a en ce moment une mode qui est de dire qu'il faut faire un parc national par type de milieu. Je ne suis pas convaincu de l'analyse en sciences écologiques sur lesquelles ça repose. On peut très bien protéger les zones humides ou les forêts autrement que par un parc national qui est la structure la plus coûteuse, puisqu'il faut un établissement public, employer des gens, etc. On pourrait faire beaucoup plus d'ORE et protéger des surfaces beaucoup plus grandes avec des ORE même fortes. On a parlé de la différence entre les ORE fortes et faibles ce matin, que par un parc national. Même chose pour le conservatoire du littoral. Il pourrait protéger beaucoup plus par des ORE que par acquisition foncière. Ce qui n'empêche pas
ensuite d'acquérir foncièrement quand les grasses eaux budgétaires seront revenues. Si elles reviennent. Thank you so much, everyone. I think we have to leave it at that for now. Je pense qu'il faut en rester là pour l'instant. C'est un sujet fort intéressant. Et vous pouvez voir par l'intérêt que ça a pu générer, c'est qu'on n'a pas fini. Il faut qu'on revienne, qu'on recommence, et je suis certain qu'on va trouver le moyen de le faire. Merci Tillman. We are going to be concluding. Abordons maintenant la conclusion de cet atelier. Je cède la parole à Madame Papalardo, qui est la présidente de notre comité scientifique et qui nous honore de sa présence et va faire la conclusion de la journée de travail. Je vous remercie d'être patient encore une dizaine de petites minutes pour ceux qui n'ont pas de train à prendre. Oui, je vais être très courte. Bonsoir à tous. Alors, je ne suis pas la présidente du comité scientifique, du comité du pôle nature, mais je ne suis pas scientifique moi-même. Mais je suis ravie de faire la conclusion de cet atelier, de cette journée. Et donc c'est à moi que revient cette tâche difficile mais très agréable de conclure votre journée de travail. Vous inquiétez pas, comme je le disais, ce colloque a été riche et dense. Le week-end approche, je le sais. Pour beaucoup, il y a des trains aussi qui vous attendent. En tout cas, j'espère qu'ils vous attendent. Et je serai donc très succincte. En premier lieu, quand même, je tiens d'abord à remercier les organisateurs de cette manifestation, Alban Deloisy, le directeur général de la Fondation, Laurent Courbois, qui vient de me passer la parole, le directeur du pôle nature, Cécile Serrier-Mérel et Arnaud Julien, les chefs de projet au sein du pôle nature, qui ont œuvré à la rendre cette journée la plus stimulante possible. Et comme je vois toutes les questions que vous posez, vous avez été effectivement très stimulés, j'en suis ravie. Nous sommes très heureux, côté de la Fondation bien sûr, d'avoir pu accueillir dans nos murs, je les remercie d'être venus jusqu'à nous, bien sûr, les partenaires du projet européen LIFE ENPLC, programme financé donc par l'instrument LIFE de la Commission européenne, qui touche à sa fin cette année. Ce colloque était l'occasion de marquer la clôture de cette très belle initiative européenne qui a duré 4 ans et dont la Fondation s'honore bien sûr d'avoir été un des partenaires. Et puis merci enfin à vous tous qui avez suivi à Paris, mais aussi à distance. Vous étiez plus de 200 inscrits sur Zoom. Des juristes, des notaires, des propriétaires privés, des gestionnaires d'espaces naturels, des chercheurs, des fonctionnaires. Voilà, une grande biodiversité des acteurs et de tous ceux qui ont participé à cette journée. Et je vous en remercie beaucoup. Votre présence montre donc la pertinence de cette question portée par la Fondation François Sommer et ses partenaires. Que peuvent faire les partenaires privés pour protéger l'environnement ? Cette question et cette journée qui visait à y répondre illustrent parfaitement, j'y reviens une seconde, la mission de la Fondation, partager les savoirs, fédérer les propriétaires privés en faveur de l'action environnementale, essayer en tout cas de prendre un temps d'avance, écouter les chercheurs et les experts, réfléchir, rapprocher les points de vue malgré quelques divergences, et toujours en voulant faire partager une vision intégrée de la conservation de la nature. Ce sont vraiment les mots forts de notre mission. En particulier dans une France dont 75% de la forêt est privée, les propriétaires privés doivent avoir les outils presque clés en main, on va dire, si je puis dire, pour protéger leur territoire en faveur de la nature, aux côtés, bien sûr, des acteurs publics. Et oui, vous l'avez entendu toute la journée, et on vient de l'entendre brillamment lors de cette table ronde, les obligations réelles environnementales appartiennent à ce panel d'outils, c'est pas le seul, bien entendu, mais à ce panel d'outils qu'il faut envisager pour atteindre cet objectif. Et je remercie donc également les modérateurs et les intervenants des tables rondes et leurs organismes respectifs de nous avoir permis ensemble, je l'espère, j'en suis même sûr, de mieux comprendre ce que sont les obligations réelles environnementales, quel est leur potentiel, qui est énorme, hein, vous venez encore de le dire, si on sait les utiliser.
Donc merci au ministère de la Transition, parce qu'on a dit que beaucoup d'organismes publics n'étaient pas très motivés. Bon, merci au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires de nous avoir accompagnés, à la Commission européenne, à Eurocite, à la Fédération des conservatoires d'espaces naturels, au Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises, à l'INRAE, à Hello, à Nabu, et j'espère que je n'ai oublié personne dans mes remerciements qui sont vraiment très sincères. Si je les fais, ce n'est vraiment pas volontaire, donc je vous prie d'avance de m'en excuser. Pour ma part, moi qui, je dois le reconnaître, et en écoutant Gilles Martin, je comprends que je suis pas toute seule, que je n'étais pas toute seule, parce que je viens d'administration, à ne pas bien connaître les ORE. J'en ai honte, maintenant que je vous ai tous entendu en parler et me montrer pourquoi c'était si important et si intéressant. Donc, pour ma part, je retiendrai de cette journée quelques points, ne vous inquiétez pas, il n'y en aura pas beaucoup, qui me paraissent les plus importants. Le premier point fondamental, avec les ORE, les propriétaires peuvent agir eux aussi au service de l'environnement. Ils peuvent désormais donner à la terre qui leur est chère un objectif environnemental qu'ils choisissent et à qui ils donnent une pérennité. Et les mots importants, c'est qu'ils peuvent agir. Ils peuvent, c'est une opportunité, c'est à eux de décider, et ils peuvent agir. C'est pas subir, hein, comme le disait aussi Gilles Martin tout à l'heure. Donc pouvoir agir pour cet objectif environnemental qu'ils choisissent. Finalement, un outil idéal quand on entend tout ce qui a été dit. Effectivement, on pourra se demander pourquoi on ne l'utilise pas plus. Deuxième point important, ces obligations réelles environnementales révèlent un changement d'approche, bousculent le droit traditionnel, comme ça a été dit aussi tout à l'heure, parce que privé contre public, propriétaire privé contre structure associative, politique descendante contre politique ascendante, bon, on sait très bien, en particulier en France, mais certainement pas que chez nous, ce sont des questions qui reviennent régulièrement, des oppositions auxquelles on doit faire face tous les jours. Eh bien, les ORE y répondent en faisant remonter les volontés des particuliers vers l'intérêt général. Elles encouragent des approches transversales en associant autour d'un contrat propriétaires privés, acteurs publics et ONG. Alors, on a beaucoup dit que ce n'était pas l'habitude de l'administration, effectivement, d'aller dans ce genre de démarche. Ce n'est pas non plus forcément toujours l'habitude des associations. Là, on a un outil, et avec de la bonne volonté des uns et des autres, et une volonté notamment de la partie privée, on peut arriver à un résultat. Donc, ce changement d'approche, pas classique en droit français, il faut le soutenir et le faire connaître. Troisième point, j'en ai 4. Troisième point, ce mécanisme est vertueux, notamment, peut-être surtout, parce qu'il est flexible en matière d'obligations, de durée de contrat, de choix de l'accompagnateur, de thèmes de travail. Il s'adapte à quasiment toutes les situations sur le terrain, à la diversité des contextes locaux, territoriaux. Dans un contexte, surtout aujourd'hui, où l'on ressent à la fois un trop-plein de normes, mais aussi un besoin de protection qui passe forcément par des contraintes, parce qu'on ne sait pas trop faire comment autrement, les obligations réelles environnementales proposent une voie originale, à la fois souple et encadrée, qui permet de s'adapter aux besoins et aux initiatives du terrain. C'est vraiment pour moi le point fort finalement de la caractéristique de ces obligations réelles environnementales. Alors il y a quand même un point faible, et ce sera le 4e point. Le point faible à ce jour, ça ne va pas durer, c'est que les ORE sont encore beaucoup trop méconnus, et c'est un euphémisme. D'où l'organisation de cette journée, atelier qui avait pour premier objectif de mieux les faire connaître, c'est clair. Donc nous espérons que ce nouvel outil sera désormais mieux identifié, mieux compris et qu'il vous aura donné envie, et que de plus en plus donc, de propriétaires et d'opérateurs environnementaux pourront s'en emparer pour mieux conserver la nature sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions sur tous les territoires. Donc ça c'est un souhait, c'est un point faible, mais c'est un souhait, ça ne va pas durer. On va continuer bien sûr à les faire connaître. J'espère donc que cette journée d'atelier vous a apporté les clés de compréhension utiles pour initier
ou déployer la mise en œuvre des ORE dans vos pays, vos régions, vos territoires, vos contextes respectifs, parce que c'est bien d'avoir compris, maintenant il faut les mettre en pratique. Et comme le disait en son temps Luc Hoffmann, le fondateur de la Tour du Valat, mais aussi un ami de François Sommer, la survie des milieux dépend de leur intégration dans le quotidien. Il est exclu de protéger la nature contre l'homme, mais bien plutôt avec, et peut-être même pour lui. Il est évident que le seul système de protection vraiment durable est celui qui associe la population locale au projet. C'est l'objectif des obligations réelles environnementales. Donc propriétaires, gestionnaires d'espaces naturels, pensez désormais aux obligations réelles environnementales pour atteindre cet objectif. Et donc merci encore à tous pour votre attention, votre participation et je l'espère votre future action. Merci.